sur les lieux. Deuxième édition du Festival international Chant des Linguères. Lors du dîner gala, les invités unanimes sur la promotion de la voix féminine africaine, c'était au Centre international des conférences de Bamako. Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver et de vous présenter cette édition. Direction Rabat au Maroc où se tiennent les travaux de la troisième conférence des présidents des parlements africains. Les représentants du Burkina Faso et du Niger appellent les autres pays africains à s'inspirer de l'expérience de la Confédération des États du Sahel. Selon eux, en mutualisant les efforts, nos trois pays ont pu prendre en main leur défense dans la lutte contre les groupes terroristes, renforçant ainsi la coopération sécuritaire et aussi infliger de lourdes pertes à ces groupes. La synthèse de leur intervention avec nos envoyés spéciaux, Siaka Konate, Barakou Maïga. La priorité des autorités burkinabées s'articule autour de la restauration de la sécurité et de la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Mais convaincus qu'un seul pays ne peut pas combattre les groupes armés qui sèment la terreur au Sahel, elles ont mis l'accent sur la coopération sécuritaire, d'où la création avec le Mali et le Niger de la Confédération des États du Sahel. Cette démarche illustre la volonté de nos peuples de prendre en main leur défense, de mutualiser leurs efforts et de s'affranchir des schémas qui n'ont pas permis la stabilisation durable de la région. La diplomatie parlementaire n'est pas qu'un cadre de dialogue, c'est un instrument politique qui doit permettre à l'Afrique de défendre ses positions, de refuser les injonctions extérieures et de promouvoir une véritable indépendance géopolitique. La Confédération AES, qui repose sur les principes de souveraineté, de solidarité et de sécurité collective, doit inspirer les autres pays africains en raison des résultats qu'elle a enregistrés en si peu de temps. L'AES n'est pas tournée contre qui que ce soit. Elle est tournée vers l'avenir. Elle s'appuie sur les priorités des populations. Face à des menaces transfrontalières, des enjeux sécuritaires et économiques communs et un besoin de coordination, l'AES a permis de renforcer la coopération militaire, d'harmoniser certaines politiques, de promouvoir des projets communs et de consolider la confiance entre États voisins là où les organisations sous-régionales ont échoué. Les représentants du Niger, tout comme celui du Burkina Faso, voient à la conférence des présidents des parlements africains un espace d'action et d'influence devant permettre de défendre les intérêts de l'Afrique, un continent qui est aujourd'hui au centre des enjeux mondiaux à cause de ses ressources. Cérémonie officielle de la rentrée judiciaire 2025-2026 au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. La justice dans le contexte de la refondation, défis et perspectives. C'est le thème de ces assises organisées par le ministère de la Justice. C'était sous la présidence du général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Reportage Jocelyne Amoussou, Yazi Rabiou. Cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire marquant la reprise officielle des activités des tribunaux et cours du Niger. Une cérémonie dont le ton est donné par le président de la République, chef de l'État. Le greffier en chef passe à la lecture de l'ordonnance fixant la rentrée judiciaire. Deux personnages clés ont la parole, la bâtonnière de l'ordre des avocats du Niger et le président de la Cour d'État, pour dresser le bilan de l'année écoulée et tracer de nouvelles perspectives pour l'année 2026. Des perspectives pour relever les défis dans le secteur. Ce moment de rentrée judiciaire n'est pas une simple tradition. C'est un moment essentiel de réflexion, marquant le début d'un nouveau cycle de labeur au service du droit et de la cité. Le thème retenu cette année, la justice, défis et perspectives dans le contexte de la refondation et d'une actualité brûlante. Il nous interpelle tous.
Il s'agit d'un moment solennel pour rappeler nos obligations vis-à-vis du justiciable et de la communauté et examiner le travail accompli afin d'identifier les points à améliorer pour une justice intègre et au service du peuple. Langage de sincérité qui donne surtout espoir d'une justice équitable et crédible au réel service des populations. Surtout qu'au cours de ces assises, des solutions sont déjà dégagées pour certains défis, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité, dont la mise en place d'un parquet spécialisé est proposée, de même que l'instauration de la culture de l'excellence. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 connaît particulièrement un pic en termes d'action du gouvernement pour soutenir les producteurs. Entre la mise à disposition des intrants, l'aménagement de terres cultivables et subventions, l'année 2025 aura été celle de tous les records au Burkina Faso, nous précise Roger Kam et Sekou Zango. L'offensive agro-pastorale et halieutique lancée en 2023 au Burkina Faso connaît son clou cette année 2025. La vision de souveraineté alimentaire du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est traduite en actes. 7 millions de tonnes de céréales, dont 1 million de tonnes de riz paddy, c'est l'objectif de production fixé par le ministère en charge de l'agriculture pour 2025. Pour y arriver, le gouvernement casse la tirelire pour accompagner les acteurs à la base. Cet accompagnement va de la mise à disposition d'intrants agricoles à prix subventionné à l'aménagement de périmètres cultivables en passant par des labours gratuits. C'est environ 70 000 tonnes de semences et d'engrais qui ont été mis à la disposition des producteurs pendant la campagne de saison humide. À cela s'ajoutent environ 15 000 litres de pesticides pour pouvoir donc accompagner également la lutte contre les ravageurs de culture. Et pour soutenir en fait l'ensemble donc de ces intrants à une grande productivité, il fallait également travailler sur la question donc des aménagements. Et à ce titre-là, c'est environ 110 000 hectares donc de bas-fonds qui ont été aménagés. Et il y a eu également aussi 33 400 hectares de périmètres irrigués qui ont été donc aménagés donc dans les différentes régions du pays. La campagne agricole de saison sèche va connaître le même dynamisme avec le même engagement du gouvernement aux côtés des producteurs. C'est 15 000 tonnes d'engrais chimiques, mais engrais organiques qui vont être mis à la disposition des producteurs. Voilà, la distribution a déjà débuté et pour accompagner également cette production de campagne sèche, nous avons mis à la disposition des producteurs des semences. Et pour ces semences-là, c'est environ donc 350 tonnes de semences de pommes de terre, qui est une culture de l'offensive agro-pastorale, mais également des semences de cultures maraîchères, notamment la tomate, l'oignon et d'autres cultures maraîchères, pour pouvoir donc alimenter également le marché, mais aussi permettre aussi aux 2 unités de transformation de la tomate qui ont été installées aussi d'avoir la matière première de qualité pour la production de tomates. L'offensive agro-pastorale et halieutique atteint ainsi sa vitesse de croisière avec des mesures d'accompagnement jamais réalisées au Burkina Faso. Fin de la 4e édition des Journées du Poisson au Mali. Durant 3 jours, les acteurs de la filière ont pu exposer leur savoir-faire, mais aussi discuter des enjeux et défis du secteur à travers des conférences débats. Quant à la cérémonie de clôture, très attendue, elle a été marquée par une grande course de pirogue avec à la clé le Grand Prix du président de la transition. Et c'est la Communicate qui s'octroie le trophée. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. C'est un sentiment de devoir accompli et d'espoir qui anime les acteurs de l'interprofession filière poisson après 3 jours consacrés aux Journées du Poisson au Mali, édition 2025. 4e du genre, elles ont été marquées par des activités comme la foire d'exposition des produits et savoir-faire des acteurs de la filière, des conférences débats, des panels sur les défis et enjeux de la filière. Du 11 au 13 décembre, nous avons travaillé avec sérieux, engagement et esprit de partenariat autour des enjeux
de la filière, notamment la modernisation de la pêche et de l'aquaculture, l'amélioration de la transformation et de la conservation du poisson, l'organisation des circuits de commercialisation, la professionnalisation des acteurs. Comme activité phare marquant la fin des festivités de ce 4e rendez-vous, une grande course de pirogues dotée du Grand Prix du président de la transition. À l'issue de la compétition, c'est la commune 4 qui se classe premier, suivie de la commune 6 et Sélégué occupe la 3e place. Chacune de ces équipes empoche respectivement la somme de 700 000 francs CFA, 550 000 francs CFA et 400 000 francs CFA. Au terme de cette 4e édition des Journées du Poisson, permettez-moi de réitérer respectueusement mes remerciements aux hautes autorités qui ont été à nos côtés ces 3 jours durant, depuis la cérémonie d'ouverture officielle le 11 décembre, aux personnalités qui nous ont fait l'honneur par leur présence et leur participation active à ces journées, aux acteurs de l'interprofession de la filière poisson au Mali, aux participants ici présents qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience et leur expertise. Après une 4e édition qui a comblé les attentes, les regards sont maintenant tournés vers la 5e édition. Dans nos programmes à suivre ce soir, un numéro spécial question d'actualité sur les symboles de l'État. Ce soir, après l'émission Défense citoyenne, c'est un débat animé par Sira Bachili. On vous propose un extrait de ce débat qui est animé donc par Sira Bachili et fait un gros plan sur les 5 symboles de l'État, le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau de l'État et les armoiries de la République. C'était dans le cadre des activités de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Vous savez, dans la mémoire collective d'un peuple, d'une nation, il y a toujours des faits marquants, des visages emblématiques, des moments spécifiques. Et les symboles de l'État représentent ces moments que nous partageons ensemble, que nous avons vécus, qui constituent notre passé et qui définissent notre avenir. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'aller vers les écoles pour enseigner carrément ces symboles de l'État? C'est exactement ça, c'est ce qui a été demandé dans les résultats des travaux de la commission. La Semaine nationale de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État, sa tenue présente un intérêt pratique considérable, compte tenu du fait qu'il s'agit d'informer, d'éduquer, de sensibiliser les citoyens sur les symboles de l'État. Comment vous utilisez le drapeau de façon générale, vous les artistes? Nous pensons que le drapeau, c'est l'identité de l'État et c'est un symbole. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Le symbole, c'est ce qui nous lie à notre réalité, littéralement parlant. Ce qui nous coupe de notre réalité est diabolique. Donc les artistes, en se saisissant du drapeau, manifestent leur amour par rapport à l'État, au pays auquel ils appartiennent. Voilà, les questions d'actualité, c'est après l'émission Défense citoyenne. La première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Sikasso se tient à partir de demain lundi. 5 affaires sont inscrites au rôle de cette audience. On en sait plus avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sikasso. Moussa Ndji Koulibaly est au micro de Sekou Konaté et Taïrou Konati. Cette première audience est une audience test pour nous. Donc alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de dossiers, mais nous avons jugé utile de programmer 5 dossiers. L'audience va commencer le lundi prochain, 15 décembre. D'ores et déjà, on est en train de programmer d'autres dossiers pour une seconde audience. Nous avons un dossier de meurtre. Nous avons 4 dossiers d'atteinte sexuelle pour 6 accusés. Les audiences sont publiques. Mais pour les cas d'atteinte sexuelle, la loi prévoit des assouplissements pour protéger l'image même des victimes. Le tribunal de grande instance de Sikasso, l'étendue qu'il est attribué par
la loi, à savoir, en premier lieu, il y a les cercles de Sikasso, mais il y a les nouvelles créations, c'est-à-dire les cercles de Niena et de Danderessou. Il y a également les localités qui sont couvertes par les parcs des tribunaux de grande instance de Sikasso, à savoir Kajolo. Nous pouvons recevoir des affaires criminelles de Kajolo, et Kolondjeba, Yanfolila et Kinyan. Ces autres localités sont concernées. À Koulikoro, les personnes vivant avec un handicap reçoivent un important don composé de vivre et de non-vivre. Le geste du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance et leur remerciement à l'endroit du président Goïta en présence de son conseiller spécial Agibou Dambélé, le compte-rendu de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, met la main une fois de plus sur le cœur pour dire aux personnes vivant avec un handicap de Koulikoro qu'elles ne sont pas des fardeaux, mais plutôt des sources d'inspiration. La donation de Koulikoro comprend 100 kits alimentaires et 10 motos. Ces kits alimentaires sont composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires. Tout ça, c'est pour apporter la solidarité et du président de la transition aux personnes vivant avec handicap. Le président de la transition, dans sa philosophie, il construira le Mali avec tous les Maliens, quelle que soit ta condition, il n'oubliera personne. Dans le cadre de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, célébrée chaque 3 décembre, le président Assimi Goïta apporte ainsi sa solidarité aux Koulikorois à travers un important don. Que ceux qui bénéficient de ces kits-là pensent à ceux qui n'en ont pas eu. Ceux qui bénéficient des motos, c'est pour assurer leur autonomie et leur dire que le président de la transition voudrait qu'ils utilisent ces motos-là à bon escient. Selon les bénéficiaires, cet appui est profondément humain et constitue une preuve d'amour qui touche leur cœur. Nous chargeons M. Agibou Dambélé, le conseiller spécial du président de la transition, de transmettre nos remerciements et nos reconnaissances au général d'armée Assimi Goïta, le chef de l'État, pour sa générosité en faveur des Maliens et singulièrement nous les personnes en situation de handicap. Nous n'oublions pas également les différentes lois qu'il a promulguées pour nous. Nous prenons l'engagement de rester à ses côtés dans le cadre de ces actions de développement du Mali. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Aliou Moussa Tamboura, exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour ses multiples appuis qui concourent au rayonnement et au développement de la cité du Méguétan. Lancement à Gao en faveur de 512 ex-combattants du DDRI, piloté par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale à travers la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et la Commission nationale d'intégration. À lui Idrissa Maïga, correspondance. Le Mali est en marche vers la paix et la stabilité. Pour la réussite de la paix, il faut des actions concrètes. C'est dans cette optique que le ministère en charge de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale a enclenché le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants dans plusieurs localités de notre pays. La phase régionale de Gao vient d'être lancée. Les opérations de DRI 2025 portent sur l'intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe. Elle témoigne de la ferme volonté du gouvernement malien de démobiliser les groupes armés et de consolider durablement la réconciliation nationale. Contrairement aux autres processus de DR conduits dans notre pays, ce processus est une appropriation nationale, totalement financée sur le budget national. Et cette première phase du processus de DRI cible 512 ex-combattants de la région de Gao. C'est aujourd'hui que Gao démarre sa paix et je vous le confirme au nom des représentants des populations de Gao, d'Abakwera à Lemsanga. Les légitimités vous accompagneront nuit et jour pour retrouver cette paix. Pour les autorités régionales, ce processus est un pas vers la paix et la réconciliation tant recherchée. Nous entrons dans un processus de réconciliation nationale. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être réunis
pour assister au lancement de ce processus. Ce DDR, cette année, il est totalement malien sur la forme et sur le fond. L'objectif ultime est la paix irréversible pour notre peuple. Au niveau du site du DDRI de Gao, les travaux se déroulent normalement sous la vigilance des commissions chargées du désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration des ex-combattants. Tout ex-combattant va être enrôlé. Que tu sois enrôlé auparavant ou pas, nous, ce qui nous concerne, tu vas faire avec ton acte de naissance. Tu ne peux pas être enrôlé sans acte de naissance. Parce qu'on doit prendre la photo de l'acte de naissance, le récépissé, l'empreinte d'ex-combattant et sa photo. Après la cérémonie de lancement, le colonel Niamé Keïta, chef du site de Gao, a fait visiter le dispositif du DDRI aux autorités. Suite à la disparition du grand imam de la grande mosquée de Tombouctou, les condoléances des autorités de la transition à la famille et à la population de Tombouctou, présentées par le ministre Youbaba, Najim Baba Sissé, nous en parle. De pêcher à Tombouctou, le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba vient exprimer les condoléances du gouvernement et de celles de la nation à la famille du défunt imam Abdraman Ben Essayouti, arraché à l'affection de la communauté musulmane des suites de maladie le 10 décembre dernier. Nous sommes venus spécialement pour présenter les condoléances au nom du gouvernement et au nom des autorités de la transition. Commencer par le général d'armée Assimi Goïta et le Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga et de tout le gouvernement. Et nous souhaitons repos éternel pour Ben Saouti, repos éternel pour tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Nous remercions la famille biologique et toute la région de Tombouctou avec les autorités et légitimités traditionnelles qui nous ont accueillis depuis notre arrivée jusqu'à maintenant. Et nous les remercions beaucoup au nom de toutes les autorités de la République. Et nous souhaitons vraiment un bon avenir pour le fils qui vient d'être intronisé. Au nom de la famille et de l'imama, le président du Haut Conseil islamique régional a exprimé à son tour la reconnaissance de la population de Tombouctou pour cette démarche du gouvernement. Ce déplacement depuis Bamako jusqu'ici pour présenter notre condoléance, ça dénote beaucoup de choses que tout le monde comprend. Donc nous remercions nos autorités et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous vers le droit chemin. Que Dieu guide nos autorités, que Dieu guide nos autorités, que Dieu guide toutes les autorités du Mali, enfin pour que Dieu sauve le Mali. Le ministre a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils au nouvel imam intronisé le vendredi dernier. C'est au tour d'une fatiha qu'il prend congé de ses hôtes. Et pour information, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est en déplacement. Il est à Riyad, en Arabie Saoudite. Dr Mahamadou Koné participe au 11e Forum mondial de l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies. Le thème pour cette édition, 20 ans de dialogue pour l'humanité vers une nouvelle ère de respect et compréhension mutuelle dans un monde multipolaire. Selon le ministre Koné, ces thèmes rappellent que le dialogue entre les cultures et entre les civilisations est essentiel au renforcement de la cohésion, du respect, de la compréhension et à l'harmonie nécessaire entre les nations. Suivant à présent le chef du poste de commandement interarmée théâtre centre de l'opération Dougoukoloko, accompagné du président de la commission défense et sécurité de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Ensemble, ils ont visité le secteur 3 de l'opération Dougoukoloko dans la 5e région militaire. Constat, les dispositifs mis en place en vue de renforcer la sécurité dans la région de Tombouctou est effectif et adéquat. Najim Baba Sissé. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 se prépare à tous les niveaux. Côté militaire, les responsables multiplient les missions et les initiatives pour une bonne sécurisation de l'événement. Au cours de la première mission, on a visité un peu la ville, comment les choses se passaient. Maintenant, cette deuxième inspection prouve à suivre que vraiment les autorités militaires de la région ont bien travaillé, ont suivi avec les consignes.
On a vu que vraiment toutes les mesures sont prises pour la bonne sécurisation de cette biennale. La seconde mission est celle d'une routine menée par le commandant du poste de commandement interarmé, théâtre-centre de l'opération Dougou Koloko, avec un caractère particulier marqué par l'organisation de cet événement culturel majeur qu'est la biennale. Nous avons quand même fait le tour d'horizon des infrastructures, de tout le système, pour avoir une biennale sécurisée. Et nous avons vu des acteurs qui sont vraiment déterminés. Le dispositif est fin prêt, font des derniers réglages. Nous avons rencontré les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, qui font un travail remarquable. Nous pensons que la fête sera belle, la fête culturelle au Mali, et surtout à Tombouctou. Les responsables du secteur 3 se réjouissent de cette double visite et rassurent que tout se déroule normalement. Nous sommes très contents de la visite du commandant Théâtre-Centre et du président de la commission sécurité, la biennale. Les préparations vont de bon train, toutes les dispositions sont prises par rapport à l'organisation, par rapport à la sécurisation. Nous avons, vous-même vous avez constaté la mise en place de ces checkpoints-là qui vont renforcer la sécurité tout autour de la ville. Et désormais, nous aurons des points d'appui tout autour de la ville qui vont nous servir pour mieux défendre la ville. À l'intérieur aussi, les forces de sécurité s'activent pour sécuriser les sites devant héberger les troupes. Un dernier mot, c'est appeler la population à la vigilance, la jeunesse à la vigilance, comme on a l'habitude de le dire. Chacun doit se sentir en mission et chacun doit savoir qu'il est un soldat qui doit contribuer à la paix et à la sécurité de la ville. Le commandant Théâtre-Centre a mis cette visite à profit pour galvaniser les hommes engagés sur les théâtres des opérations en les félicitant pour leurs brillants résultats, tout en rappelant les grands défis de leur mission régalienne. Allez, je vous amène en salle de cinéma. C'est parti pour la saison 3 de Sékou Boiré, l'œuvre cinématographique réalisée par Cheikh Oumar Sissoko à partir d'une idée originale de Habib Dambélé dit Guiba National est une série humaine et engagée. Cette troisième saison s'étend 10 épisodes de 26 minutes. Quelle est la nouveauté de cette saison? Les personnages ont-ils évolué? Bref, que devient Sékou Boiré? Alpha Maïga était au lancement, mais avant, je crois qu'un petit rappel s'impose pour vous rafraîchir les mémoires. Dans la première saison, la série raconte l'histoire de Sékou Boiré, un sage homme du village profondément amoureux de son épouse Messitan, confronté à Mamourou Diallo, le citadin qui a détourné Messitan vers Bamako. Je pense que ça vous parle, on regarde. Cette nuit de samedi, rendons-nous au CICB. Nere jati de do ip mi bomo nun sanga dini maka sigi kana kon L'œuvre cinématographique est consacrée au lancement de la saison 3 de Sékou Boiré. Cora Film mise sur le patrimoine culturel. C'est avec 10 épisodes de 26 minutes et chaque épisode est caractérisé par des intrigues plus profondes et surtout bien structurées. Quant au tournage, il débute en janvier prochain. À travers le film, nous avons voulu faire passer le besoin de cohésion sociale, de mieux vivre ensemble, de paix, dans cette situation critique que notre peuple vit. Alors Sékou Boiré ajoute sa voix. Cette magnifique pièce qui s'appelle Kodjougou Bafi, dit Toblibo. Donc ça m'a ouvert la voie. Je remercie le président de la République d'avoir décrété l'année 2025, année de la culture et on est sauvé. Ça correspond évidemment à la fin de l'année de la culture que nous sommes en train de fêter, que nous sommes en train de préparer et nous souhaiterons que l'année 2025 déclarée année de la culture soit fêtée avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Ainsi, Cora Film prévoit de former de nouveaux talents et renforcer son rôle de création, de production et de diffusion artistique au Mali. En entamant cette troisième saison, nous pouvons affirmer avec fierté que notre ambition n'a pas faibli. Au contraire, elle s'est renforcée grâce à l'engouement du public, à l'engagement de nos partenaires. En soutenant des œuvres comme Sékou Boiré, nous investissons plus dans des productions télévisuelles.
nous investissons dans la conscience collective, dans la mémoire sociale et dans la capacité de nos sociétés à se raconter elles-mêmes avec authenticité et dignité. Il s'agit là d'un projet qui s'inscrit dans la continuité d'une série qui a déjà marqué le paysage de l'audiovisuel. Seko Boiré, c'est tout simplement des séries humaines et engagées, comme pour dire que la vérité artistique est plus vraie que la vérité elle-même. Et ça sera un plaisir de regarder. Voyons également le lancement de la 2e saison de Doni Dongoma. La série composée de 73 épisodes aborde les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, le harcèlement en milieu scolaire. Bref, il lève le voile sur toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. L'événement a servi de cadre pour clôturer la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Aminata Brehima Ouedrago, Moulay Sidibé, reportage. Au ciné magique ex-Babemba, les lumières s'éteignent, le silence s'installe. Quelques minutes plus tard, les larmes coulent face à l'histoire de Salimata. Une fille harcelée par ses professeurs, violée par son oncle, au final, elle perd sa grossesse. Nous sommes à la projection de l'avant-première du film Danse inlassable ou Doni Dongoma. Mariage forcé, harcèlement en milieu scolaire, exploitation et trafic d'enfants, cette 2e édition n'épargne aucun aspect des violences subies par les femmes et les filles. Cette 2e saison est la suite logique de la première. Compte 73 épisodes. Chaque histoire est un fragment de notre pays. Et c'est cette pluralité qui fait la force de Danse inlassable. Une série profondément malienne, mais universellement humaine. Il y a une dame qui a emprisonné son mari parce que le mari a violé sa nièce. Donc c'est vraiment courageuse parce que ce n'est pas facile de dénoncer si c'est des parents. On a tendance de régler ça en famille. La 2e saison de Doni Dongoma est le fruit d'une synergie d'action entre Torche Communication, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires. Les normes sociales évoluent, mais trop lentement. La banalisation de la violence prive encore trop d'enfants et de femmes de protection et de dignité, en plus de la justice. Selon le système de gestion de l'information sur les VBG, au moins 22 777 incidents de VBG ont été rapportés en 2024. Parmi ces incidents, 98% sont des femmes et des filles. Ces statistiques révèlent non seulement l'ampleur, mais aussi les défis à relever contre les VBG. C'est pourquoi cette série télévisée, loin d'être un outil de plus, se veut un véritable support pour s'informer et se former en vue de renforcer les dialogues communautaires pour la transformation des normes sociales et pratiques négatives. Ce 10 décembre, les lumières s'éteignent sur l'édition 2025 des 16 jours d'activisme. Mais à travers ce film, les projecteurs restent allumés sur les tristes réalités auxquelles les femmes restent assujetties. Rendons-nous à présent au Centre international des conférences de Bamako qui a vibré aux couleurs de l'Afrique. C'était à l'occasion de la 2e édition du Festival international Chant des Lingéré, un dîner gala où artistes, autorités politiques et passionnés de culture étaient réunis autour d'un même idéal, la promotion de la voix féminine africaine. Placée sous le thème « La culture, facteur de développement », cette soirée a été un véritable hymne à l'élégance, à la créativité et à l'engagement culturel, nous dit Moussa Kamara. Ambiance feutrée, mélodie envoûtante et élégance africaine. Le chant des Lingers a résonné bien au-delà des murs du CICD. Sur scène, des artistes venus du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont offert au public un spectacle en couleur. Le dîner gala a célébré les talents émergents tout en honorant les grandes voix de la musique africaine. Je me suis dit il y a quelques années de cela que j'avais envie de mettre en place un programme qui pourrait réunir l'Afrique, mais qui pourrait réunir surtout les femmes
africaines. On allait les réunir à travers la musique, puisque la musique est mon métier. Alors c'est ainsi que j'ai décidé de mobiliser des chanteuses africaines des différents pays. Une manière de passer par la musique qui est un excellent vecteur pour véhiculer des messages forts dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Autre temps fort de la soirée, la remise des trophées d'honneur Linger. 10 femmes d'exception issues de divers horizons, ministres, cadres de l'administration, élus communaux, entrepreneurs, ont été distingués pour leur engagement et leur contribution au développement de la société. Le choix porté sur moi, il me manque les mots justes pour pouvoir dire à l'assistance, à l'Assemblée, toute la joie qui m'anime ce soir. La fierté est mienne ce soir de voir que nos efforts sont reconnus, non seulement au Mali et à l'extérieur, parce que Kumbaga Olosek n'est pas d'ici. Elle est venue, elle a constaté qu'il y a des femmes maliennes qui se battent au quotidien pour l'émancipation de la femme malienne, pour l'émancipation des jeunes, et que nous sommes des lingers dans nos domaines d'activité. C'est une reconnaissance et aussi un engagement pour moi, pour être un exemple et une ambassadrice de toutes les femmes du Mali, dont je la dédie à toutes les femmes du Mali et plus particulièrement aux femmes douanières du Mali. Et je suis vraiment honorée et je dédie le trophée à toutes les femmes d'Orange. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national a salué une initiative qui valorise le leadership féminin et l'autonomisation des femmes. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance, de joie. Joie parce que Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Moussel Sek, a reçu tout à l'heure un trophée, une distinction, un prix dans le cadre de ce deuxième festival Chant de Linger. Si ce chant de Linger n'avait pas été créé, ce serait peut-être une erreur pour les femmes. Elle a eu l'intelligence donc de mettre les femmes au devant de la scène. Kumba elle-même est Linger, d'où cette très belle initiative qui s'inscrit cette année dans un contexte particulier, l'année de la culture décrétée par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. La soirée était belle. Donc, c'était donc à l'occasion de la deuxième édition du Festival international Chant des Lingers. La 6e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, est marquée par la tenue d'un grand défilé de mode. Créateurs de mode, stylistes, artisans et amateurs du textile malien, tous ont répondu présents à ce rendez-vous sur la mode africaine en général et malienne en particulier. 10 stylistes étaient en compétition pour montrer leur savoir-faire au public. Et Mariam Koulibaly était sur place pour ORTM1. Du borlan, du pain tissé, de l'indigo et même du bazin, ce sont là les tissus façonnés par les stylistes du jour. Entre tradition et modernité, chacun des stylistes y va de son côté pour proposer une ligne en adéquation avec le quotidien malien. On a mis au moins un certain nombre de critères. L'originalité du tissu, il faudrait que le tissu soit vraiment originaire du Mali. Que ce soit tissé, en tout cas original du Mali. Il y a l'authenticité du tissu, il y a l'harmonie du tissu et il y a la finition aussi du produit fini. Donc nous avons en tout cas misé sur ces 4 critères pour pouvoir les départager. D'un style marqué par une confection 100% à la main et d'une finition authentique, Binta Nango, alias Princesse, remporte le premier prix du défilé avec sa collection intitulée Ma Thérapie, un prix soutenu par le bureau de l'IEMOA au Mali. C'est ici, ça représente beaucoup de choses pour moi. Ça représente le vide que ma maman m'a laissé. Ça représente sa richesse qu'elle m'a laissée, son absence. En pensant à elle, je travaille sur le tissu, je le sens toujours à côté de moi. Le consommer local, ça épouse avec notre initiative prise depuis 2019, qui est la commission de l'UEMOA, d'inciter la production
la transformation, la commercialisation et la consommation des produits locaux. Le prix du meilleur tissu de l'exposition, mis en jeu par le groupe Toguna Industrie, est revenu à Iriba Textile. Je tisse avec les teintures végétales parce que j'ai envie de protéger l'environnement et puis protéger, parce que présentement on a beaucoup de maladies qu'on ne sait pas où ça vient. C'est des teintures où nous mangeons, on ne sait même pas où on trouve les maladies maintenant. Bon, moi, comme j'ai essayé de me consacrer sur les teintures végétales, bon. Comme déjà annoncé à l'ouverture des journées textiles du Mali, Dr Fatoumata Coulibaly dite FC, artiste comédienne, est la personnalité déclarée championne Mali Finou 2025. On vient de me donner du poids. Championne Mali Fini 2025. Ce poids-là, je continuerai à prendre et à sensibiliser vous les jeunes, la génération montante, en leur disant rien ne vaut nous-mêmes. Il faut être soi-même, il faut se reconnaître soi-même. Au-delà de la mode, ce défilé se voulait également une invite de la population à s'approprier de l'immense patrimoine textile dont dispose le Mali et surtout de l'adapter au contexte mondial. Douzième édition de la journée scientifique du Syndicat national des pharmaciens du Mali. Nos pharmaciens ouvrent la réflexion sur le rôle des pharmaciens dans la gestion et la prévention des épidémies et catastrophes. Sorona Kamisoko. Le pharmacien est le dernier rempart pour le patient, mais aussi le premier maillon dans la prévention et la sécurité sanitaire. Il occupe dans le système de la santé une place particulière. À travers cette 12e journée de communication scientifique du SINAPHARM, Syndicat national des pharmaciens du Mali, les professionnels du domaine veulent mettre en exergue, à travers des communications, le rôle combien important des pharmaciens dans la gestion des crises sanitaires, d'où le choix du thème « Rôle des pharmaciens dans la gestion et la prévention des épidémies et catastrophes ». Les crises sanitaires que nous avons connues comme Ebola, Covid-19, dengue, rougeole, diphtérie, nous ont appris une leçon essentielle, que la santé publique repose sur la vigilance, la préparation et la collaboration entre tous les acteurs du système de santé. Et à ce titre, le pharmacien occupe une place stratégique, parfois sous-estimée, mais absolument indispensable. La journée scientifique constitue une opportunité de partage d'expériences et d'expertise pour les professionnels du domaine. Elle a été également mise à profit par SINAPHARM pour faire le bilan des réalisations tout en dégageant des perspectives. Le SINAPHARM, en tant qu'organisation syndicale, continue de poser des actions pour rendre notre secteur le plus envié dans notre pays. Le SINAPHARM sollicite votre concours dans la lutte contre les faux médicaments et les faux phytomédicaments, pour la formation de qualité dans les universités de médecine et de pharmacie privées au Mali. Toute organisation connaît un certain nombre de difficultés qui ne trouveront leur solution que dans l'union, l'entente, la solidarité et dans un dialogue franc, sincère et constructif, nécessaire pour la cohésion et la promotion de la profession. Et j'invite tous les pharmaciens et organisations à être unis autour de l'ordre, quel est le seul bien commun à nous tous. Je voudrais rendre un hommage appuyé aux pharmaciens d'officine, dont l'engagement, la rigueur professionnelle et la disponibilité dans la fourniture des médicaments contribuent de manière déterminante à la réussite de l'AMO. Soyez rassurés que mon département reste pleinement engagé à renforcer les mécanismes de financement et de régulation afin de consolider un partenariat fondé sur la confiance, la transparence
et le respect des engagements mutuels. La journée a été marquée par des panels animés par des experts nationaux. Elle a été l'occasion pour le Sénat Pharma de décerner des tableaux d'honneur et de reconnaissance à des de leurs collègues qui se sont distingués par leur sens du devoir et le travail bien fait. Voyons la tenue de cet atelier national de validation du rapport provisoire de l'évaluation des besoins en renforcement de capacité des ressources humaines chargées de la prévention et de la détection de la corruption au Mali. Et une fois le document validé, permettra au département en charge de la refondation de mieux structurer son plan de lutte contre la corruption, nous précise Youssouf Djakiti. Le ministère de la Refondation chargé des relations avec les institutions a voulu cet atelier de validation de ce rapport national pour harmoniser les différents points de vue sur la lutte à mener contre la corruption, un pilier essentiel du combat engagé par les autorités de la transition. Les résultats attendus de cette évaluation permettront de proposer un plan de renforcement des capacités structuré, adapté au profil des différents acteurs et orienté vers une meilleure efficacité dans la prévention et la détection des faits de corruption et des infractions connexes. Faut-il le rappeler, le Mali s'est engagé dans un chantier d'amélioration de la gouvernance à travers le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Vos contributions nous permettront de disposer d'un rapport d'évaluation amélioré, pouvant servir de document de référence pour les sessions de renforcement des capacités des acteurs de la prévention et de la détection des faits de corruption, session prévue pour se dérouler au cours de l'exercice 2026, conformément au plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. À l'issue des travaux, les observations et suggestions enregistrées seront intégrées dans le document pour sa finalisation avant de passer à sa publication. Et d'un atelier à un autre, cette fois, il se tient à l'attention des agents du médiateur de la République. La formation porte sur la rédaction administrative, initiée par le bureau du médiateur. C'est l'École nationale d'administration qui va pendant 5 jours assurer cette formation qui vise à renforcer les capacités des participants dans le cadre du traitement des dossiers administratifs. On retrouve Sorona Kamisoko. La réussite d'une administration passe nécessairement par la formation des agents chargés de la mise en œuvre de différentes procédures administratives. C'est pourquoi le bureau du médiateur de la République a initié la présente session de formation à l'intention de ces agents. Le médiateur de la République emploie un personnel composé de fonctionnaires et de contractuels venant d'horizons divers et de profils différents. D'où la nécessité de procéder régulièrement à des formations continues afin de renforcer les compétences des collaborateurs et d'harmoniser les pratiques administratives. La session doit permettre aux participants de cerner les ficelles de rédaction de correspondance en matière de traitement des lettres d'interpellation ou de réclamation ou tout autre courrier administratif. Madame le médiateur, en portant donc votre choix sur l'ENA pour animer cette formation de perfectionnement de la plus haute importance, vous vous inscrivez dans la vision des plus hautes autorités de notre pays qui est d'arriver à un état harmonisé et performant en matière de formation des ressources humaines des administrations de notre pays. La formation qui a démarré ce vendredi s'étend sur 5 jours. Elle regroupe une trentaine de participants issus du bureau du médiateur de la République. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, Siragatou Sissé, puisqu'on va parler de sport. Bonsoir. Bonsoir, Nyanya Traoré. Alors, nous allons commencer par le championnat national de Ligue 1 professionnel qui a pris fin ce dimanche, fin donc de la 4e journée. Oui, tous les regards étaient braqués ce dimanche vers le stade Mamadou Konaté pour ce classico Stade Malien de Bamako, Djoliba AC. Les Blancs du Stade Malien l'emportent 1-0. Dans l'autre match du jour, Afeu bat les 11 créateurs de Nyarela 1-0. Après 4 journées de Ligue 1 Pro, l'AS Real est leader avec 10 points plus 6, suivi de l'USFAS 10 points plus 4 et de Binga FC 9 points. Le Stade Malien de Bamako
Bamako est 6e avec 5 points et un match en retard. Le Djoliba c'est 10e, 3 points et un match en retard. Les équipes reléguées pour l'instant sont les 11 créateurs de Niarela, 13e, 1 point moins 3 et Malikoura, 1 point moins 5. CAN Maroc 2025, jour J-7, les Aigles du Mali sont déjà dans le tempo de l'événement Siragatou. Oui, à peine la liste des 28 aigles dévoilée, le sélectionneur Tom Saint-Fit et son staff ont pris la direction du Maroc et leur camp de base de Casablanca pour préparer le terrain. 11 joueurs sont bien installés à l'hôtel Sofitel Tour Blanche, 5 étoiles. Ils sentent le parfum de la CAN. Il s'agit de Djigui Diarra, Mamadou Kamara, Ousmane Kamara, Amadou Haïdara Doudou, Alou Dieng, Mamadou Doumbia, Nathan Gassama, Ismaël Diarra Diawara, Mamadou Samassa, Ibrahim Sissoko et Mamadou Fofana Nojo. A noter que Mamadou Doumbia et Abdoulaye Diaby arrivent cette nuit à Casablanca. À la CAN, le Mali est très attendu. Ils vont participer à leur 14e phase finale, la 10e consécutive. 2025 sera-t-elle l'année du sac? La meilleure performance à la CAN est celle de 1972 avec cette deuxième place il y a 53 ans de cela. Toutes mes excuses, Siragatou, je suis un peu arrumée. On va souhaiter bonne chance aux aigles. Nous allons continuer avec la CAN Maroc 2025. Ce soir, nous vous présentons le groupe E composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Basé à Rabat et Casablanca, le groupe E est homogène. Les Fennecs d'Algérie, vainqueurs en 1990 et 2019, les étalons du Burkina Faso, le Nzalang national de la Guinée équatoriale et les Faucons du Soudan aspirent tous à 2 places qualificatives pour les 8e de finale. Abdul Karim Kaba et Ousmane F. Traoré nous présentent le groupe E. L'Algérie et le Burkina Faso sont perçus comme les plus aptes à se hisser en tête du groupe. Les Fennecs sont les favoris naturels de ce groupe, étant vainqueurs du trophée à 2 reprises en 1990 et 2019. Les coéquipiers d'Irad Mahrez participeront à leur 20e CAN. Les étalons du Burkina Faso sont les 2e favoris du groupe E. Les atouts du Burkina Faso pour la CAN 2025 résident dans son expérience de la compétition, 14 participations. La qualité de son noyau de joueurs évoluant dans de grands championnats, un sélectionneur local, Brahma Traoré, qui connaît le groupe, une forte cohésion nationale et un soutien populaire immense. Il a une stratégie rigoureuse pour optimiser les ressources. Les Nzalang national joue sa 5e CAN. Dans le groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Guinée équatoriale se présente comme un outsider qui talonne les favoris. Au fil des années, la Guinée équatoriale s'est imposée comme une sélection capable de marquer son empreinte en Coupe d'Afrique des Nations. Longtemps considérée comme une équipe modeste, elle a véritablement fait sensation lors de la CAN 2015 qu'elle co-organisait en atteignant les demi-finales, un exploit historique pour le pays. Lors de l'édition 2021, le Nzalang national a de nouveau brillé en atteignant les quarts de finale, notamment grâce à une victoire étantissante face à l'Algérie, championne en titre à l'époque. Le Nzalang national a toutes les qualités pour rivaliser avec les grandes nations africaines, y compris le Burkina Faso. Vainqueur de l'édition 1970, le Soudan n'est plus l'équipe qu'il a été au passé. Au Maroc, ce sera la 10e édition de la CAN pour les crocodiles du Nil. Les atouts du Soudan à la CAN 2025 résident dans leur cohésion d'équipe, renforcée par l'adversité, un sélectionneur expérimenté, Kossi Apia. Dans le groupe E, le Burkina Faso affrontera l'Algérie et le Soudan après son entrée en lice contre la Guinée équatoriale le 24 décembre prochain. Cette annonce, Nyanyalou Traoré, pour terminer, l'émission Tibabao sur la chaîne de 95.2 FM reçoit ce dimanche à 22h45 les journalistes Baba Sousma de Maliba TV1 et Ousmane Traoré Diman de Radio Kélédou pour évaluer les chances des Aigles du Mali à la CAN Maroc 2025. Tibabao est une présentation de Koji Sibi et une réalisation de Souleymane Sanogo. Very good. Et ça se passe sur la chaîne de Siragatou, la radio magique. Merci beaucoup, c'est tout? Oui, c'est ce qu'il fallait retenir. Merci Siragatou. On va souhaiter un bon début de semaine à tous nos téléspectateurs et un grand merci à ceux qui nous ont suivis de Badalabougou, de Bozola, de Banakabougou et de Bamako Koura. Bonsoir à tous.